Bonjour à tous, bienvenue au Forum de Moudjahid. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin M. Nourdine Bahbouh, président de l'UFDS. M. Bahbouh, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va laisser un moment à M. Bahbouh de nous faire un exposé et on abordera les questions avec lui tout à l'heure. M. Bahbouh, tfaddal. Merci. Assalamu alaikum, sahha ramdankum. Et je suis très honoré, très fier d'être parmi vous ici pour au moins débattre de la situation qui prévaut actuellement en Algérie. Je vais essayer de parler en français et en arabe parce que je pense qu'il y a de la presse arabophone qui est là. Et les questions, bien entendu, c'est en fonction, disons, de la question dans quelle langue elle proviendra. Tout d'abord, je tiens à vous dire combien je suis heureux de rencontrer la presse nationale et en débattre avec elle les préoccupations du moment. Et il faut commencer à dire que l'Algérie vit depuis un certain moment un moment historique jamais connu depuis 1962. Le mouvement populaire appelé Harak a fait en sorte que l'Algérie de demain ne sera plus celle d'aujourd'hui. Et ça, c'est disons, un acquis que personne ne pourra ignorer et personne ne pourra s'en déjuger. Tout d'abord, pourquoi? Parce que nous avions vécu une période cruciale depuis fort longtemps, depuis l'indépendance, mais ce qu'il faut signaler, c'est que le système installé depuis 20 ans était un système qui a connu les plus grands dérapages de l'histoire algérienne. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de libération de toutes les idées, de toutes les potentialités. Et ça, il faut remercier Al-Harak qui a réagi, il faut le dire, après avoir subi un 4e mandat que j'avais à l'époque dénommé moi-même un mandat de l'échec recommencé, un mandat qui a été insupportable, mais on a voulu introduire le 5e mandat qui lui-même a été le mandat de la honte. Les Algériens se sont vus agressés dans leur dignité, ont réagi massivement, et la réaction qui a été massive a été une réaction civilisée, une réaction de fierté et une réaction qui a redonné, disons, l'image, la véritable image du peuple algérien. Et ce qui est très intéressant dans cette démarche, c'est que c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui a pris sérieusement le flambeau. La jeunesse, ces étudiants que nous avons tout le temps considérés comme des étudiants qui étaient beaucoup plus préoccupés par des moments et par des comportements qui sont des comportements apolitiques, ont démontré aujourd'hui qu'ils ont une valeur et une valeur certaine à rajouter à ce pays. Donc l'Algérie d'aujourd'hui bénéficie d'une dynamique que je souhaite, une dynamique qui sera la dynamique qui restera gravée à toujours, mais qui sera aussi prise en considération dans l'avenir. Toutefois, ce qui nous intéresse à nous tous en politique, c'est que nous souhaitons que cette dynamique soit maintenue, que nous considérons que l'action politique soit une action politique demain de tous les citoyens algériens, et la refondation politique devient une nécessité grâce à cette jeunesse qui aujourd'hui n'en démord pas eu égard à ce qu'elle vit dans les moments. Nous avons vécu, bien entendu, des revendications. Et ce qui a été encore beaucoup plus intéressant, c'est que toutes ces revendications sont devenues des revendications qui ont été des revendications qui sont venues crescendo. On se souvient tous que les premières manifestations, ou bien le premier mouvement du 22, a été un mouvement, rejet totalement de la 5e, disons, candidature, ou bien le 5e mandat présidentiel. Devant l'entêtement du pouvoir politique en place, qui avait un comportement qui est, je considère, habituel, a fait que, devant cet entêtement, les semaines d'après, on a dit non à Khamsa, mais non au prolongement du 4e mandat que le pouvoir a voulu vendre à sa manière. Ensuite, ce sont non
le départ des hommes du système, c'est une chose qui... Et par la suite, on est passé au départ et à la justice. Enfin, il faut que ces gens-là passent devant la justice. Donc, ces revendications, aujourd'hui, les revendications arrivent au fur et à mesure et elles sont tout à fait légitimes. Ça, c'est pour dire qu'il y a une maturité politique certaine chez le peuple algérien et chez cette jeunesse. Donc, ce qu'il faut attendre, il faut, je pense, que le pouvoir politique a intérêt aujourd'hui à prendre en charge les revendications de ce mouvement, mais surtout qu'ils ne commettent pas l'erreur de tomber dans des comportements qui ont été dépassés par le temps et qui ont été jugés aujourd'hui inadmissibles à travers toute l'humanité. Voilà en gros, en guise d'introduction, pour pouvoir laisser beaucoup plus à nos amis journalistes le soin de poser leurs questions. Je vous dis, je suis à l'aise. Vous pouvez poser n'importe quelle question. Je répondrai à n'importe quelle question. Merci, Monsieur Mahboub. Je commencerai par poser ma question. À l'heure actuelle, il y a réunion du Conseil constitutionnel pour examiner une éventuelle annulation des élections du 4 juillet. Comment vous voyez la suite, Monsieur Mahboub, par rapport à cette annulation? Vous parlez d'éventuel. Moi, je vous dis, elle n'est pas éventuelle. Elle est de fait. Elle sera de fait. Oui. Elle sera de fait. Pourquoi? Parce que nous l'avons toujours dit. Nous avons dit que organiser les élections présidentielles le 4 juillet a été du domaine de l'impossible. Ça a été. Pourquoi? Parce que vous avez les ingrédients étaient là. Vous avez d'abord, on a commencé, une population qui la rejette. Vous avez tout le peuple qui rejette ces élections. Vous avez toutes les corporations, je fais allusion beaucoup plus aux magistrats, qui disent que nous n'allons pas encadrer ces élections. Vous avez les présidents d'APC à travers beaucoup de wilayas qui disent que nous n'allons pas encadrer également ces élections. Vous avez également quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on n'avait même pas installé la commission de surveillance des élections. Tous les ingrédients étaient là et nous l'avons dit, ce n'était que pratiquement ceux qui croyaient sérieusement que ces élections devaient avoir lieu qui y ont cru. Moi je vous dis, je l'ai dit à plusieurs reprises, les élections présidentielles ne seront pas organisées le 4 juillet, maintenant c'est un fait, donc passons à la suite, et la suite c'est la grande préoccupation, je pense, du peuple algérien et la grande préoccupation de la classe politique tout entière. Comment vous voyez cette suite, M. Mahboub? La suite, elle est simple. Moi, je pense nous avons, dans l'opposition, à plusieurs reprises, demandé à ce que nous sortons. Il ne faut pas qu'on soit prisonnier de la Constitution, qui, par ailleurs, il faut le dire, une Constitution qui a été bafouée à plusieurs reprises, une Constitution qui a été même à la limite mise de côté à des moments, à différents moments. Une constitution, il faut le dire, qui a été, dans une période fortement violentée, le fait d'interrompre le processus institutionnel en reportant les élections, ou plutôt en annulant les élections. Ça, c'est un fait grave. Normalement, ceux qui ont fait, la décision qui a été prise d'annuler les élections du 16 avril, c'est une décision condamnable. Elle est justiciable et celui qui a pris cette décision doit être jugé. Dans beaucoup d'autres pays, ça c'est un acte très 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 grave. Nous, on s'est tu sur des actes aussi graves que cela. De quel droit Bouteflika, quel est le droit que peut se prévoir Bouteflika pour arrêter un processus institutionnel? Dans beaucoup de pays, c'est la loi martiale qui doit être. Ce n'est dans l'état de guerre qu'on a le droit de faire cela. Pas plus. Alors, venir dire directement, appliquer la Constitution d'une manière stricto sensus, moi je pense qu'on peut le faire, mais vous avez d'autres dispositions de la Constitution, je fais allusion à l'article 7 et 8, qui peuvent, bien entendu, nous donner une brèche pour en débattre politiquement, et je pense qu'on peut allier le côté constitutionnel et le côté politique pour trouver une sortie de crise à cette situation. Très bien. Merci, M. Mahboub. Vous avez toujours rappelé, M. Mahboub, vous dites que la seule issue de sortie de crise à laquelle est confrontée l'Algérie reste le dialogue. Oui.
avec des personnes crédibles et des représentants du pouvoir acceptés par le mouvement de contestation. Quels sont les contours de ce dialogue, M. Bahbouh? Vous savez, les contours sont clairs. D'abord, vous avez une chose qui est fondamentale. La feuille de route tracée par le Harak est une feuille de route d'une très grande clarté. Qu'est-ce que le Harak demande? Pour la première fois également dans l'histoire de l'Algérie, que nous avons un mouvement populaire qui est un mouvement populaire avec des revendications politiques. C'est une aubaine pour un pays. C'est une occasion rêvée. On n'a jamais connu ça. Toutes les revendications que l'Algérie avait connues par le passé, où elles sont d'ordre social, où elles sont d'ordre économique, où elles sont d'autres ordres, mais pas politique. Donc, le dialogue. Les Algériens, le mouvement demande d'abord qu'il y ait un changement de système. Ben, c'est fabuleux. Ils demandent qu'il y ait une démocratisation de la vie publique. Ils demandent les libertés. Ils demandent une justice indépendante et ils demandent la lutte contre la corruption. Mais c'est fabuleux. Un pouvoir politique sérieux, crédible, doit répondre immédiatement à cette préoccupation. Pourquoi? Parce qu'il aura derrière lui tout un peuple. Vous savez, les pays qui n'ont jamais eu à s'inquiéter de ce qu'on appelle très souvent Tadakhul Ajnabi, ce sont des pays où les régimes politiques, où le pouvoir politique est un pouvoir politique crédible et légitime. Donc, légitimement le pouvoir en Algérie, avec des revendications qui sont acceptées par tout le monde, revendiquées par tout le monde. C'est aussi simple d'ouvrir un débat autour de ces questions. Comme on peut également aller plus loin et ouvrir le débat aujourd'hui sur la date d'organisation des élections. La classe politique, le mouvement a fait ce qu'il a fait. Il a fait tout. Le mouvement politique a tout donné. Il a libéré tout le monde. Il a libéré la presse, il a libéré les partis politiques d'opposition, il a libéré les médias, il a libéré, c'est bien, il a libéré l'espace public. Alors vous imaginez, nous avons des acquis, nous avons beaucoup gagné, mais il reste beaucoup à faire également. Expliquez-nous ce dialogue avec qui doit se faire, qui doivent participer à ce dialogue. Un peu plus de détails, M. Bahbouh. Avec qui on va dialoguer? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Prenons les choses sérieusement, soyons réalistes. Vous avez un pouvoir, ce qui a été appelé communément par tout le monde, ce tahaluf, l'ahzab al-siyasiya ou les partis politiques de la coalition, décrédibilisés par le peuple, rejetés, qui ont participé à cette gabegie, qui ont cautionné, qui sont comportés en véritable parti clientéliste. La classe politique, c'est des traîtres, c'est des gens qui n'ont rien à prouver, qui n'ont rien à proposer. Voilà, celui qui ne prononce pas Fakhamatahu risque d'avoir un coup près sur sa tête. Voilà ce que nous avons vécu. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, moi j'ai appris par un ministre, je vous dis franchement, que je connaissais, le jour où il a été installé, on lui a dit, c'est lui-même qui le dit, je ne vais pas citer le nom du ministre par là, il m'avait dit, nous n'avons jamais vu qu'en Algérie dit Kalimat Fakhamatahu. J'étais dans un gouvernement, monsieur le président de la République. C'est tout, monsieur le chef du gouvernement, c'est le président de la République. On nous importe même des concepts qui sont de l'autre côté. On ne peut pas, peut-être c'est une agression au peuple algérien. C'est un comportement qui est inacceptable. C'est comment veut-on rendre le peuple les comportements qui sont dignes de l'ère coloniale, on les voit revivre chez nous, ça c'est avec qui? Alors qu'est-ce qu'il reste? Oui. Alors je peux répondre à votre question. Il reste le Harak, le mouvement populaire qui est là. Il reste les personnalités, la classe politique d'opposition, quoique il y a beaucoup de gens qui disent que l'opposition, mais je peux répondre à cette question le moment venu pour l'opposition. Et une institution militaire. Les trois éléments. Mais l'institution militaire, nous n'avons jamais dit que l'institution militaire doit faire de la politique. Elle doit accompagner.
Elle doit accompagner une transition politique. Elle doit faciliter. L'institution militaire peut jouer un rôle de facilitateur. Elle peut jouer un rôle d'accompagnateur pour une transition politique. Et là, je vais vous donner quelques éléments. Il n'y a pas au monde je dis encore une fois, une transition politique qui a réussi sans que l'institution militaire soit ou bien comme accompagnatrice ou facilitatrice. Je peux vous citer l'Espagne, le Portugal, le Chili, si on revient même du temps des années un peu difficiles pour le Chili. Donc, c'est comme ça. La transition politique doit se faire sereinement, avec la classe politique, les représentants, si Al-Harak a ses représentants, pourquoi pas. Quoique le Harak, maintenant, ce sont des corporations qui existent, donc elles peuvent facilement être représentatives, des syndicats autonomes, des syndicats libres, et on en débat d'une manière sérieuse sur le devenir de notre pays. Voilà pour moi les 3 ingrédients dont je parle. Juste une petite précision par rapport à qu'est-ce que ça veut dire l'armée doit accompagner. Oui. C'est quoi cet accompagnement? Il y a beaucoup de partis politiques qui disent aujourd'hui qu'il faut directement dialoguer avec l'armée, avec l'institution militaire. Dialoguer, carrément, ça veut dire qu'on veut lui faire jouer un rôle politique. Quelle est la différence entre accompagner une transition et être le principal interlocuteur dans un dialogue? Non, ça, ce sont des concepts que moi, je ne suis pas de ceux qui... L'armée, on ne doit pas faire jouer. Je vous dis une chose, pourquoi l'armée a été obligée, pratiquement, de s'ingérer aujourd'hui, dans cette phase-là, dans la politique. Parce que les institutions politiques, en ce moment, n'ont pas joué leur rôle. Vous savez, est-ce que vous avez entendu l'Assemblée faire un débat autour de cette question? Mais c'est grave. Ça fait depuis le 22... que le mouvement politique est là, l'Assemblée n'a pas daigné, alors qu'elle a des dispositions constitutionnelles où elle peut ouvrir un débat sur la situation. Elle peut faire un débat. Elle ne l'a jamais fait. Ces institutions ont été faillantes. Est-ce que le gouvernement a communiqué? Pas du tout. Est-ce que le Conseil constitutionnel a parlé de la crise? Pas du tout. Les institutions qui ont été créées, adoubées, comment dirais-je, par le clan extra-contractuel, le clan, je le dis extra-contractuel, ce sont des cookies, je m'excuse de le dire, des cookies vides. Ils n'ont pas pu même prendre en charge la préoccupation de leurs dispositions constitutionnelles qui sont là. Voilà. Moi, je me rappelle, je vous dis une chose, je me rappelle, en 1996, j'étais à l'APN, le gouvernement qui était là, j'en faisais partie, disons, le gouvernement était le gouvernement du parti dans lequel j'étais pendant 2 années. Eh bien, nous avons ouvert un débat sur la situation sécuritaire en Algérie. Revenez au passé, madame, revenez. On a ouvert un débat sur la situation sécuritaire en Algérie, chose qui n'a jamais eu lieu dans aucun pays du monde. En 2001, lorsqu'il y a eu le mouvement des Haroches, il y a eu le soulèvement qui est très connu, il y a eu un débat au niveau de l'Assemblée. Des débats. Par moment, si les hommes politiques voulaient qu'on ouvre un débat, j'utilise l'expression en arabe, même ça, on ne l'a pas utilisé. Même ça. Donc, vous avez l'armée était contrainte d'assumer un rôle politique. Et elle l'a assumé. Je reviens aussi à l'armée. Il faut reconnaître une chose d'extraordinaire. Le fait que l'institution militaire ait demandé l'application de l'article 102, c'était pour découper la crise. La crise a été découpée comme ça. Mais c'était aussi quoi? C'est par la suite que nous avons appris qu'il y a un problème sérieux. L'armée nous a fait, il faut le dire, il faut le reconnaître, l'armée a fait qu'en sorte l'Algérie, ils nous ont fait éviter une situation, un scénario chaotique, dramatique. Lorsqu'on a appris par la suite qu'est-ce qui s'est passé, les contacts qu'il y a eu entre Saïd Bouteflika et ce que vous savez avec l'ancien patron des DRS et ainsi de suite, et qui voulait instaurer l'état d'exception, vous savez que c'était un risque. Donc, moi je dis que l'armée a joué quelque part un rôle de sauveur et il faut le reconnaître. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Il faut aller à la suite. Bien. Est-ce que mes confrères journalistes ont des questions? Tfadli, madame. Le micro, s'il vous plaît. Le micro. Le micro.
السلام عليكم. هند طوبل الإذاعة الجزائرية القناة الأولى. مرحبا. ليس بسؤال بقدر ما هو طلب فقط، يعني ملخص للمداخلة باللغة العربية. نعم. بالتركيز على رؤيتكم، لأنه قلت أنه الانتخابات أو تأجيلها هو أمر واقع. نعم. بالنسبة لكم كحزب، ما هي الخطوات القادمة؟ ما هو التاريخ الذي ترون أنه مناسب لإجراء هذه الانتخابات؟ السؤال الثاني حول مرافقة الجيش للانتخابات أو المسار السياسي، كيف يكون؟ ما الفرق بين التدخل والمرافقة؟ بالعربية. والسؤال الثالث الحراك، الآن تقولون أن مطالبه مشروعة بدأت تتحقق نوعا ما، لكن ما هي الأطر التي يجب أن تتوفر في الحراك ليحقق مطالبه بالسرعة المطلوبة؟ شكرا سيدتي. J'attends d'autres questions. Non, allez-y, répondez. Je préfère comme ça. أولا أشكرك على السؤال، والسؤال وجيه جدا. قلت في البداية بأن ما هي الخطوات؟ الخطوات هي أولا فتح حوار حقيقي. أولا بعدما التأجيل يعلن رسميا، فلا بد أن التأجيل يعلن رسميا من طرف المجلس الدستوري، هذه من صلاحياته في الانتخابات. بعدين إذا بعد ما يتم الإعلان الرسمي، أنا متأكد بأن الإعلان سيكون في الأسبوع هذا، ممكن في الأيام القليلة المقبلة. نعم. عن تأجيل الانتخابات، عن تأجيل. فلا بد أولا من الناحية الدستورية أن المجلس الدستوري يعلن بأن لم يكن هناك مترشحين أو غير مقبولين، ومن هذا الأساس ينطلق بأن سيكون تأجيل الانتخابات. وهنا حالتين. الحالة الأولى هو أن المجلس الدستوري يقوم بإعلان دستوري من أجل التأجيل، وهذا من صلاحيته. ولكن هنا يطرح السؤال كيف يكون التأجيل ومع من؟ والمطلب نتاعنا هو الدخول في حوار حقيقي من أجل تحديد التاريخ المقبل للانتخابات. ما بين الطبقة السياسية موجودة، هذه موجودة طبقة سياسية، هناك فعاليين، مجموعة فعالة في الحراك، هناك في الحراك كاين حتى نقابات. كل هذا الناس لازم نفتح حوار، وعلى هذا الأساس طلبنا بأن يكون حوار، ولكن حوار مع من؟ وهنا تطرح معضلة أخرى، وما هي؟ الحوار لازم نعرف من هو الذي يدير الحوار، لازم نعرف بصراحة. احنا طلبنا بأن تكون شخصيات وطنية، يعني في التدخل تاعي قلتها شخصيات وطنية لديها كفاءات يعني مقبولة من طرف الجميع، وهي اللي تعطى لها صلاحيات إدارة الحوار مع الطبقة السياسية المعارضة ومع الطبقة السياسية والأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، من أجل تحديد أولا المهلة للانتخابات المقبلة. هذا ممكن إذا حبينا نسوي ما بين الطرح السياسي والطرح الدستوري. راكبني حاسبهم. إذا أردنا أن نسوي ما بين الطرح السياسي والطرح الدستوري، هذا مخرج. بعدين عندما نتفق على هذه النقطة ونتفق على يعني تنظيم الانتخابات، وما هي ما هو اليوم ولا ما هي الشهر ننطلقوا في حوار آخر فيما يخص تعديل القوانين. أولا قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، لأنه هو في حد ذاته قانون مجحف، لازم نعترف بهذا الشيء. والنقطة الثالثة هي تنصيب الهيئة العليا لتنظيم الانتخابات. هنا تنظيم الانتخابات مش لإشراف الانتخابات، تنظيم الانتخابات وكيف تتكون وما هو النشاط تاعها وما صلاحيتها. وهكذا ندخل في مرحلة أخرى، هي المرحلة أنا سميتها مرحلة إعطاء الشرعية للدولة الجزائرية. الشرعية عندما يترأس، يكون عندنا رئيس جمهورية عنده البرنامج تاعو، والشعب هو الديمقراطية. الديمقراطية هو الصندوق اللي يعطي الديمقراطية، هذا هو الفعالية الحقيقية. لازم يعرفها كل واحد بأن الديمقراطية الحقيقية هي تعطى من طرف عن طريق الصندوق. هذا بصفة عامة.
اما السؤال الثاني فيما يخص تدخل الجيش، انا قلت لك يا اختي بان اولا احنا هذا معلوم عالميا المرافقه تاع المؤسسه العسكريه، لان لحد الان المؤسسه العسكريه الوحيده اللي بقات يعني واقفه بالمفهوم القانوني الحقيقي. والمؤسسه العسكريه الجيش الشعبي الوطني، المؤسسه العسكريه، وانا افرق ما بين المؤسسه العسكريه والقياده العسكريه. القياده العسكريه اليوم موجوده غدوه ما تكونش موجوده، هذا مش مشكل على كل حال. لازم ما ندخلوش وحنا في بعض نقاش تفاهات من اجل في بعض الاحيان ان ننسى المهم وننسى الامور المهمه. الامور المهمه هي الان كيف نخرج من هذه الازمه بطريقه سلسه بهدوء بدون يعني مشاكل. لازم الطبقه السياسيه كلها وحتى الحراك اللي مصبح واعي، كل واعي بان هذا هو المطلب تاعو. يعني ما عدا في بعض الاحيان حراك في حراك تسمعي في بعض الاحيان شعارات مختلفه وشعارات، ولكن هذا لا يعني ليست بالمهم. المرافقه هذه هي المرافقه، غدوه نجموا المؤسسه العسكريه تكون طرف، ولكن مش طرف فعال. لماذا؟ لأن احنا نريد أن نتفادى بأن المؤسسة العسكرية تصبح متهمة بأنها هي تدير في السياسة، وإحنا نرفض بأن المؤسسة العسكرية تدير السياسة. المؤسسة العسكرية عندها صلاحياتها، لازم تبقى تنشط في إطار صلاحياتها، والديمقراطية الحقيقية هي اللي تعطي بكل صراحة صلاحيات كل المؤسسات. أنا أقول لك بأن كان عندنا مؤسسات شرعية حقيقية ورئيس جمهورية منتخب من طرف الشعب بدون تزوير، بدون قال ممكن تعيين، تكون له نفس الصلاحيات، ولم يسمح لأي جهة أن تخرج من تطبيق صلاحياتها الدستورية فقط. هذا هما النقط الأساسية. وإذا فيها سؤال ولا إضافة ولا ما فهمتيش شيء أنا معك، تفضل. مش بسؤال؟ كل الطبقة السياسية ترفض عسكرة السياسي. نعم. من جهة أخرى كل الطبقة السياسية تنادي بأن المؤسسة العسكرية ترافق. نعم. ما هذه المرافقة؟ المرافق هي المؤسسة العسكرية. شكل المرافقة، عشان قلنا شكل المرافقة. نشرح لك. سي باغ اكزومبل بين العسكرة والمرافقة. نشرح لك. ممكن المؤسسة العسكرية ترافق دون أن تعسكر السياسة. نعم. Je vais dans le même sens, M. Bahbour. Par exemple, la question Taha, qui c'est qui va installer cette présidence collégiale, ces personnalités de consensus? Qui c'est qui va les installer? C'est l'armée? C'est Ben Saleh? Qui c'est qui va les mettre en place, ces personnes? Je vais répondre. نجاوبها بالعربية. نجاوب بالعربية. معليش. أولا فيما يخص دور المؤسسة العسكرية، قلت لك المرافقة. ما معنى كلمة المرافقة؟ هناك مؤسسة رئيس الجمهورية موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. رئيس الدولة، بس تسمحي لي، رئيس الدولة، فهمت كيف؟ مؤسسة رئيس الدولة موجودة. مؤسسة رئيس الدولة الآن هل هي دستوريا راح تأخذ في قرارات أم لا؟ تقرر أم لم تقرر؟ فهي تقرر. نعم، نقطة مهمة. هل هذه مؤسسة رئاسة الدولة هل لديها صلاحيات أن تقول بأن هناك حوار يفتح والحوار يصبح يديره فلان 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 فلان؟ لديها الحق ولا مش لديها الحق؟ لديها الحق. طيب. ولكن بإعاز من طرف من الإعاز اللي هو الحقيقي، والإعاز اللي يأخذ بعين الاعتبار مطالب الشعب الجزائري ومطالب الطبقة السياسية، يكون من طرف المؤسسة العسكرية. هذا طرح. فهمت يا مدام؟ هذا طرح. لماذا؟ هذه المرافقة في المفهوم لا نعطي صلاحيات واسعة لهؤلاء الذين في المفهوم تاع المواطن الجزائري، المفهوم تاع الحركة، بأنهم رموز النظام السابق، ولكن لا حول ولا قوة لنا. اليوم رانا في معضلة، رانا في مشكل كبير. أنا قلت لك النظام السابق خلانا مش أكمنة موجودة في على كل مستويات. تعيين حكومة قبل الذهاب نتاعو هي منبوذة، هذا مش كمين. راهي
رئيس الدولة ما عندوش حق باش رئيس الدولة الحالي ما ليست لديه الحق باش يقيل الحكومة. هل تعرف هذا الشيء يا سيدتي؟ ليست لديه الحق، ما يقدرش من الناحية الدستورية. إذا من أجل الخروج من الأزمة فلا بد عن رئيس الحكومة أن يقدم الاستقالة نتاعو، ولكن الضغط الشارع هو اللي يقدم الاستقالة. إذا هنا عايشين هذا الوضع. أما الحوار، إذا المؤسسة العسكرية تطلب حوار، احنا نعم نحاور مع المؤسسة العسكرية، ما عندناش إشكال. إذا ولكن تخوفا بأن تكون هناك قراءات بأن المؤسسة العسكرية هي تنشط في النظام، هي تنشط الساحة السياسية. لماذا؟ الخوف تاعنا مش من الداخل يا سيدتي، الخوف تاعنا مش من الداخل. لو أنا أفهم في بعض الأحيان المؤسسة العسكرية عندما تتكلم على الطرح الدستوري، لأن كنت تخرج من هذا تصبح متهمة بأنها مؤسسة انقلابية، سي اون انستيتيسيون كي بوتشيست، اي سا يفو سي بروندر، لازم ناخذ بعين الاعتبار هذا الشيء. هذا هو، نظن باللي قنعتك، ولكن شكرا سيدتي. بيان، دوت كيستيون؟ وي تفضلي. السلام عليكم، مروه عيجة، جريدة النهار. يعني رأينا حملة الاعتقالات لرجال الأعمال والمال، كيف ترون هذه الاعتقالات؟ ولاحظنا أن يعني كنت وزير سابق لوزارة الفلاحة، رأينا أيضا منح العديد من الهكتارات لهذه الشخصيات. هل أنت مع محاسبة هؤلاء؟ وبالنسبة لقضية لويزا حنون المعتقل في المؤسسة العسكرية، كيف ترون هذا الاعتقال؟ هل من يعارض المؤسسة العسكرية يؤخذ إلى الزنزانة؟ سؤالي الثالث، هل أنت مع مرحلة انتقالية بقيادة إبراهيمي وبن بيتور وزروال؟ شكرا. أولا شكرا. فيما يخص المحاسبة وقضية الاعتقالات، أولا إذا تكلمنا عن المحاسبة لازم نرجع الوراء. مطلب الشارع الجزائري ومطلب الحراك كان بطبيعة المحاسبة، وأنا من الناس الذين يقولون دائما بأن المحاسبة السياسية هي الرمز الحقيقي للمحاسبة، وفلا بد أن يكون محاسبة سياسية. من هو المسؤول؟ تكلمت على قطارات، من هو المسؤول الذي أعطى لفلان أو فلان 40,000 و50,000 قطار؟ هو رجل سياسي، هو الوزير. لما بأي حق يتصرف في التصرفات؟ بأي حق يوزع أموال الدولة الجزائرية وأموال وأراضي الشعب الجزائري بصفة لأن فلان أو فلان هم الذين من الحاشية المقربة للنظام السياسي؟ إذن أنا مع المحاسبة السياسية بطبيعة الحال. إذا في نفس الوقت في بعض الأحيان هناك تواطؤ ما بين الأطراف، نخلي العدالة. الشيء الوحيد اللي أطلبه دائما وأقوله، أنا من الناس الذين يطلبون بأن المحاسبة والعدالة تقوم بواجبها على أحسن، ولا بد عليها أن تعطينا المعطيات، تتكلم في هذه المواضيع. ببعض الأحيان نبقى نتساءل لماذا؟ لأن الأمانة العامة لم تعطي كل التفاصيل. هذا مطلب تاعنا. والمطلب الثاني هو أن تكون شفافية فيما يخص المحاكمة. أما الباقي اللي كلا بيضاء يخلصها يا سيداتي. أنا أقول لك بكل ما عندناش إشكال في هذا الشيء. لا أقبل بأن ننسى بأن الكارثة الكبيرة هي آتت من تصرفات السياسيين والزبائن السياسيين. هم هناك إما الاستفادة. قيل لي بأن فلان أو فلان تحصل على 1,000 مليار من البنك. من هو الذي أعطى الضوء الأخضر؟ هذا هو الذي فلا بد أن يتحاسب. ولكن حتى الآخرين نطلب أن تكون شفافية فيما يخص ذلك. النقطة الثانية فيما يخص قلت لي على لويزا حنون، أنا ما عنديش معطيات يا سيدتي. عندما لم تكن لدي معطيات لا أقدر أن نعلل فيما يخص هذا الموضوع. لماذا؟ هناك كلام قلتها وأذكر وأكرر بأن فلا بد أن نعرف ما هي المعطيات من أجل أن صحيح هي امرأة سياسية عندها حزب سياسي، ولكن عندما لم تكن لك كل المعطيات
فلا داعي أن نعلل. لماذا في المحكمة العسكرية؟ نظن باللي هذا مرتبطة مع ما جرى مع الذين كانوا ممكن متورطين في عملية خطيرة وخطيرة جدا كلكم تعرفوها. هذا شيء لا أتكلم عليه ولا أعلل عليه. شكرا. Dans la même idée, M. Bahbouh, je rebondis sur la question sur les poursuites judiciaires. Il y a ceux qui appellent à la récupération de l'argent en priorité. Comment, selon vous, comment peut-on récupérer l'argent de l'Algérie? Est-ce que vous seriez d'accord, par exemple, pour une amnistie générale avec des condamnations symboliques, juste pour récupérer l'argent à l'Algérie? Je pense qu'il faut d'abord essayer de régler le problème politique en Algérie avant d'aller vers ça. La récupération, je pense que c'est une... Bon, il y a beaucoup de pays qui considèrent que il faut d'abord commencer par récupérer. Mais je pense que laissons la justice faire son travail. Et une fois que la justice prononcera son verdict, on aura ensuite. Mais moi, je suis pour, bien entendu, que la récupération de tout le bien, tout le patrimoine qui a été indûment pris, il faut qu'il soit récupéré. Et ça, c'est le bien de tout le peuple algérien. Mais il faut que ça se fasse aussi par voie judiciaire. Ça serait encore mieux et c'est plus crédible pour un pays. Il y a ceux qui appellent à une amnistie générale et des condamnations symboliques pour pouvoir récupérer l'argent. Est-ce que vous seriez pour? Moi, je ne suis pas pour l'amnistie générale. L'amnistie générale viendra avec le nouveau pouvoir. Le nouveau pouvoir aura toute la latitude de décider de la justice. Je ne suis pas maintenant à préjuger des programmes et des futurs candidats et du futur élu en Algérie. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Allez-y, madame. سيد بحبوح زولا سمر من جريدة المساء. هناك اختلاف في الرؤى عند السياسيين فيما يخص المرحلة الانتقالية. هل أنتم مع يعني طول مدة هذه المرحلة أو يعني تكون مرحلة قصيرة، خاصة أنه الدستور يعني بعد ذهاب بن صالح فيه ينص على أنه يستدعي الهيئة الناخبة قبل الذهاب، يعني ما هي المدة التي ترونها مناسبة لإجراء الانتخابات؟ أولا فيما يخص المدة ليست هناك طرح واحد، كاين كل واحد عندنا أطرح. هناك تعدد فيما يخص في هذه النقطة. هناك من يطلب بأن المرحلة الانتقالية تكون عامين، هناك من يطلب أن المرحلة الانتقالية تكون 6 أشهر، هناك من يطلب المرحلة الانتقالية تكون عام. هذه ولكن هو الحوار، هذه النقطة مش صعبة. الحوار عندما يكون حوار ممكن نتفق عليه، ولكن أنا موقفي شخصيا أنا مع مهلة قصيرة جدا. وأقول لك لماذا. أقول لك لماذا. أولا لأن كلنا في المرحلة الحالية نسينا بأن الخطورة الكبيرة هي خطورة الأزمة الاقتصادية اللي هي على الأبواب. لازم ما ننسى بأن الجزائر الآن في المرحلة الحالية راهي تعيش أزمة اقتصادية ممكن كانت مندسة فقط، ولكن إذا وصلنا في هذا النهج أقول لك بأن من نهاية 2000 الجزائر تصبح ممكن عاجزة. المداخل نعرف كلنا المداخل المالية ونعرفوا ما هي الاحتياجات. الآن المداخل تاعنا لا تغطي احتياجاتنا، كاين هناك عجز. إذن أنا أقول لك بأن رئيس الجمهورية المقبل سيكون رئيس الجمهورية الذي يعاني مشاكل اقتصادية قوية. والمشاكل الاقتصادية ليست كالمشاكل السياسية. المشاكل الاقتصادية عندما المواطن يصبح جائع ولا عندما الأجور لم تدفع. تعرفي ما هي الأزمة؟ أنا عشت أزمة اقتصادية تحت ضغوطات لا فامي صندوق النقد الدولي، وأقول لك بأن الظروف جد صعبة. حرية القرار تنزع منك. إذن فعلينا أن في مهلة ولا في وقت سريع جدا أن نسترجع لهذه الدولة الشرعية بانتخابات رئاسية وندخل في بناء دولة وندخل في قرارات اقتصادية مع إشراك الجميع. هذا هو الموقف أنا تاعي فيما يخص المهلة. Si je comprends bien, M. Bahbouh, vous avez des priorités. Vous dites qu'il faut juste maintenant, l'avenir immédiat, il faut mettre en place une commission d'organisation des élections.
il faut revoir la loi sur les élections, il faut revoir la Constitution, après aller vers une présidentielle. Est-ce qu'on aura le temps de tout faire en un laps de temps court, M. Bahboua? Je corrige une chose. Oui, je n'ai jamais dit qu'il faut revoir la Constitution. Il faut revoir la loi sur les élections. Voilà. La loi, c'est d'abord, moi, vous donnez une occasion rêvée pour répondre à ceux qui prônent ou qui demandent aujourd'hui un débat sur la Constitution et notamment la constituante. Ça aussi, c'est un problème qu'il faut. C'est la position de notre parti, c'est la position de mon parti. Nous l'évitons. Nous sommes contre tout débat sur la constituante. Et je donne les raisons, c'est simple. Ouvrir un débat sur la constituante, c'est ouvrir un débat idéologique. Nous allons rentrer dans un débat idéologique. Je vous donne un exemple très simple. Vous prenez l'article 1 de la Constitution, l'islam dit le doula. Nous sommes 4 bonhommes. Nous serons 4 bonhommes. Quelqu'un va vous dire أنا لست قابل بأن الإسلام يكون دولة الدولة. ندير مادة الإسلام يكون دين الدولة ودين الشعب. كاين واحد يطلب هذا. واحد يقول لك أنا ما نقبلش دين الدولة ودين الشعب، نقبل دين الشعب فقط. على دين الدولة. والتروازيام يقول لك أنا ما نقبلش خلاص كلمة الدين. قال نحي أنا دولة لايكية. Et on va rester عام وحنا نهضروا في l'article 2. Donc, pour ouvrir le débat sur la Constitution, c'est un problème. Il dit واحد آخر. يقول لك أنا écoutez monsieur, moi je suis contre l'officialisation de la langue amazigh. واش تقولي له؟ Qu'est-ce que vous allez lui dire? D'ailleurs, je vais vous dire une chose, je vais vous surprendre. Même cette Constitution, elle est biaisée. Il y a beaucoup de choses dites et de choses non dites. Si vous prenez l'article 2 de la Constitution, on dit la langue amazigh est une langue nationale et officielle. L'article 2 de la Constitution, c'est bien ça si je ne me trompe pas. Exact. Alors ça, c'est le premier élément. Et ils vous disent, dans l'article, alors là, 222, si je ne me trompe pas, exactement, 212, dans l'article 212 de la Constitution, ils vous disent, voici, toute révision ne peut porter sur, s'il y aura une révision à l'avenir, elle ne peut pas porter sur les constantes, et elle cite quelles sont les dispositions qui ne peuvent pas être l'objet. L'islam, la langue, le truc républicain, disons le volet républicain de l'Algérie, le qiyam, et ainsi de suite, et l'islam et la langue arabe. Mais elle exclut la langue amazigh. Dans l'article, elle exclut la langue amazigh. Aujourd'hui, il dit que conformément à l'article 212, je vais supprimer la langue amazigh comme langue officielle. Vous savez, il y a de la triche même dans cette Constitution pour vous dire que c'est un système qui a miné tout. La Constitution. Lisez la Constitution, l'article 212. ما هي المواد التي يسمح لها التعديل تاعها وما هي المواد التي لم تسمح لها هذا. ومن جهة يقول بأن اللغة الأمازيغية لغة رسمية ومن جهة ثانية ما يحميهاش طبقا بالمادة 212. Regardez comment on joue de la triche un peu partout. C'est ubuesque, c'est inimaginable. Donc nous sommes dans un débat, il faut ouvrir le débat politique. C'est pour ça que je reviens chaque fois au débat politique. Et il ne faut pas qu'on soit prisonnier de la Constitution, il faut lui rajouter le volet politique. Est-ce que vous m'avez... Oui, mais est-ce que les propositions que vous faites, revoir la loi électorale, oui, mettre en place une commission d'organisation pour après aller à la présidentielle, est-ce que le temps permettra de faire tout ça? Sans aucun problème, sans aucun... Je vous dis, parce qu'il y a ceux qui appellent à élire, à organiser d'abord une élection présidentielle, après le prochain président fera toutes ces étapes. Non, les étapes, je vous dis pourquoi. J'ai parlé de 3 choses, ce qui me demande absolument de... La loi sur les élections. La loi sur les élections. Parce qu'elle est biaisée. Il y a quelques dispositions. Vous réunissez 5, 6... spécialistes, ils vous donneront un texte en l'espace d'une semaine, sans aucun problème. Sans aucun problème. Et nous allons bénéficier. Oui, mais est-ce que ça ne va pas se faire dans la précipitation, justement, et on tombera dans la même... Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a quelques articles qui sont... Il y a quelques articles. Et nous allons profiter de l'Assemblée qui est existante pour la faire valoir par une loi.
Et l'Assemblée qui existe, elle doit se ressaisir. Elle doit au moins, elle doit adopter cette nouvelle loi. C'est tout. Ça ne demande rien du tout. La même chose, la commission d'organisation des élections, c'est une affaire d'une semaine. Une affaire, d'ailleurs, je vous dis une chose, il me semble que les textes sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts pour ce point. Oui, c'est rien du tout. La loi, sa composante humaine et ses prérogatives sont très claires. Voilà. Donc, il n'y a pas inquiétude sur ces trois textes. Au-delà, ça devient dangereux. Passer à la Constitution et débattre de la Constitution, ça devient quelque chose de dangereux. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Voilà. Donc, voilà. Il n'y a pas de questions. Vous avez été donc rassasié, ça vous suffit, c'est bien. Voilà, bien. On termine, Monsieur Bahboua? Bon, voilà, on termine. Allez-y, voilà. On termine maintenant. Vous avez un mot. Un mot de la fin. Très souvent, on Quelles parle sont vos espérances par rapport à... Donc, je vais parler de deux choses. On parle très souvent de l'opposition. Je profite de cette occasion pour parler de l'opposition. Très souvent, on entend dire qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de classe politique. D'ailleurs, à juste titre, il n'y a pas de classe politique. Parce que, savez-vous qu'est-ce qu'elle a subi, cette classe politique? Qu'est-ce qu'elle a vraiment enduré? Elle a été, بالعربية قال لك شيطنة الطبقة السياسية. 20 سنة وحنا متشيطنين. On nous a tous traités de tout. Et lorsqu'on parle d'opposition, il faut faire aussi le distinguo. Il y a des oppositions. Il y a des oppositions. Chacun a son cursus, si on peut appeler ça. C'est vrai, dans cette opposition, vous avez de tout. Vous avez également ceux qui ont applaudi l'amendement d'article portant sur lever le verrou de mandat. Vous avez ceux qui ont brouté, je m'excuse d'expression, pendant une vingtaine d'années au niveau du système. Il y en a de tout, Mais faisons la part des choses. Et je vous dis une chose, lorsqu'on doit faire la part des choses, on comprendra que ce pays aussi a été miné de toutes parts. On a tout fait. Le Harak nous a libérés. Pendant 15 ans, je n'ai pas mis les pieds. Fait une chaîne privée, une chaîne publique, pardon, une chaîne publique. Et je n'en veux pas aux responsables. Je n'en veux pas aux journalistes. Des chaînes privées, mais ça existe, mais le combat, c'est un combat qui doit continuer. Et j'espère que pour ce pays, il y aura des bonnes choses. Je reste quand même optimiste, parce que cette jeunesse-là nous a mis sur le bon chemin. Et merci. Merci à vous, M. Bahboua. Merci à vous tous. Je vous donne mon numéro de téléphone, si vous voulez, parce que je dois me...